Toute ma vie, j'ai voulu faire ça, mais va le faire en fait. Ça chamboule. Passer de 3 à 4, c'est quelque chose. Tu n'auras pas d'enfant malade, que la maison elle sera toute ordonnée. Je passe mon temps à dire ça aux femmes, il n'y aura pas de bon moment. C'est toi qui décides quand c'est le bon moment. Ouais. Personne ne va venir le faire à ta place. Fais-le. Et si ce que tu proposes a du sens, va répondre à une difficulté, va amener du confort à quelqu'un, fonce. Sexologue musulmane, c'est vraiment un truc hors du commun. Waouh. Mais dommage. Bonjour et bienvenue dans Écho de femmes inspirantes, la série qui met en lumière des femmes au parcours diversifié. Je suis Issa Nawash, autrice, conférencière, formatrice en leadership et je travaille également pour les transitions énergétiques justes. À travers cette série, je veux donner la parole à des femmes qui ont des parcours complètement différents, mais qui se distinguent par leur résilience, par leur intelligence et leur capacité à surmonter les épreuves pour pouvoir accomplir leurs rêves et leurs objectifs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Zina Hamzawi. Salam alaikum. Alaikum salam Zina. Alors Zina est une entrepreneuse que j'admire beaucoup, que je suis depuis plusieurs années, qui je sais a dû beaucoup batailler, mais qui arrive à s'en sortir assez bien, je dois dire. Alhamdoulilah, ça va. Voilà. Alors Zina est sexologue clinicienne, elle est également sage-femme, elle est aussi conférencière et formatrice comme moi, mais dans des sujets complètement différents. Ouais. Et donc aujourd'hui, elle forme également dans les écoles et également des professionnels à la sexualité clinique. Sexologie clinique. Sexologie clinique, voilà. Bon, distinction, je ne comprends pas, mais voilà. Pas de souci. Avant de commencer, je voudrais d'abord qu'on commence avec la petite carte d'identité du leadership. Est-ce que tu pourrais dire déjà un mot-clé qui te représente et qui représente ton état d'esprit du moment ? Gratitude. Gratitude. Gratitude, je trouve que c'est une notion qui se perd beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait énormément écho en moi et qui m'accompagne vraiment dans le quotidien. Et je trouve que plus on est justement dans cette forme de remerciement, de voir tout ce qui va bien, de savourer ce qu'on a. Et en fait, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver à nous d'une façon vraiment méconnue. Mais pourtant, en fait, ça vient embellir ce qu'on a déjà. Et ça apporte une vraie sérénité dans le quotidien. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, notamment en tant que femme entrepreneur, être dans cet état de sérénité, c'est quelque chose de vraiment qui nous permet d'aller de l'avant, d'avoir un état d'esprit où on va pas se prendre la tête, on va pas être dans la peur, on va pas être dans le doute. Et ça permet en fait d'avancer en pleine confiance. Ok, très bien, chouette ça. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton super pouvoir de leaduse ? Je pense la lucidité. La lucidité, en fait, c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Alors, j'ai pas plein de super pouvoirs, mais en tout cas, je pense que j'ai. Je pense que t'en as plein, ouais. Je pense que j'ai plusieurs qualités, en tout cas, dans le monde au niveau professionnel. Et la lucidité et la sensibilité. Parce que surtout dans le domaine dans lequel j'interviens, donc vraiment ultra intime, vraiment qui touche à un domaine qui est privé, pouvoir très vite comprendre la situation, pouvoir déceler ce qui se cache derrière un symptôme, par exemple, ça permet des prises en charge où je permets aux gens de sentir qu'on avance vraiment, qu'ils se sentent compris et que ça reste pas flou, en fait, vraiment que ça amène du sens. Moi, j'aime beaucoup parler du sens dans mes prises en charge. Et quand c'est accompagné, je trouve, de sensibilité, ça permet de pas être dans une froideur, même si on me dit souvent que je suis cash. Maintenant, mes prises en charge, il y a vraiment, tu vois, quand on dit une main de fer dans un gant de velours, je trouve que dans mes prises en charge, c'est vraiment ça. Okay. C'est-à-dire, et j'amène du sens grâce à la lucidité, et l'information, elle passe grâce à une petite enveloppe de douceur. De douceur, exactement. Ok. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est important, surtout dans ton métier en plus, de pouvoir dire les choses, mais de les dire bien, en quelque sorte. Bien enrobé. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Et quel animal te représente ? Je pense comme pas mal d'entrepreneurs femmes encore. Et c'est drôle parce que je trouve que c'est aussi, et dans le business, mais aussi dans le privé, c'est la lionne. Ouais. La lionne, c'est en mode, je suis là, j'analyse, j'agis. J'ai pas forcément besoin de crier sur tous les toits
je fais ça. Alors, moi, j'ai un gros problème avec tout ce qui est marketing agressif, devoir suivre les codes que les réseaux, notamment. Les trends. Les fameuses trends. Se mettre à danser pour faire passer une information, pour moi, c'est un truc que je comprends pas. Et donc, vraiment, la lionne qui va analyser, surveiller, observer et agir, j'espère, de façon efficace. Ouais. Tout en protégeant un système qui est mis en place. C'est ça. Donc, peut-être que pour certaines, ça va être c'est pas assez rapide, c'est pas assez agressif, tu pourrais toucher plus de monde en faisant autre chose, etc. Voilà, chacune sa stratégie. Et je trouve qu'aussi, c'est une manière de... Pourquoi j'aime bien la lionne aussi, parce que il y a vraiment aussi tout le côté privé que j'essaye de préserver un maximum. Ouais. Pour moi, c'est important aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que comme tu es présente sur les réseaux sociaux, quelquefois on tombe un peu, moi je le ressens, quelquefois on se dit il me faut un peu plus de reach, il me faut un peu plus de ventes, et donc du coup tu as envie de tomber dans des trucs un peu plus trendy qui vont rapporter plus. Ouais. Mais c'est vrai que je me demande, tu vois, quand tu postes sur les réseaux sociaux, il y a ce qui va te rapporter vraiment par rapport à ton objectif et ce qui rapporte uniquement de l'ego. Tu ressens la différence des fois? C'est vrai que c'est hyper tentant de se dire, je veux toucher plus de monde. Ouais. Et tout à l'heure, quand je parlais de la question du sens, vraiment se questionner sur l'éthique qu'on doit avoir. Et pareil, la notion d'éthique, elle est primordiale dans mon activité. C'est de se dire, OK, même s'il y a un moyen qui pourrait être plus productif, s'il n'est pas éthique et qu'il ne répond pas, on va dire, à mes valeurs, je ne dois pas l'emprunter. Ça. La fin ne justifie pas les moyens. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Pas du tout. Ouais, exactement. Pas du tout. Donc, non. Par exemple, une fois, on m'a déjà envoyé un message, tiens, on ne voit jamais tes enfants et ton mari. Je les vois moi, ça suffit en fait. J'ai pas besoin de les montrer. C'est un compte professionnel. Mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a vraiment cette forme de voyeurisme où on a envie de voir la vie des gens, on a envie de voir leur relation conjugale, on a envie de voir leur vie de famille. Et c'est quelque chose qui fait vraiment vendre. C'est sûr que sur les réseaux, tu montres ta vie privée, ça décolle parce que les gens viennent pour consommer ce contenu. Et voilà, faut se rappeler que non, ça c'est vraiment une zone qui est cachée. Et c'est déjà, je pense... des fois, rien que le fait de partager même les bureaux dans lesquels on travaille, des fois, c'est une forme aussi, ça nous appartient. On a envie de le montrer pour faire découvrir aux autres notre monde, mais la limite, elle peut vite être franchie si on se met pas ce petit rappel à l'ordre. Surtout toi, que tu peux facilement attirer des haters aussi. Mais ce que tu fais. J'ai déjà eu le cas quand vraiment c'était une vidéo qui parlait de l'intimité au début du mariage. Donc j'explique des conseils en disant que le titre c'était la première fois, et je dis que la première fois elle peut bien se passer, elle peut être difficile, etc. Donc vraiment avec des termes scientifiques, vraiment je reste dans le domaine de la santé. Et j'ai eu des commentaires de ah ouais, t'es de ce genre-là, les pauvres tes enfants on les plaint. Et franchement, la première fois que j'ai lu ces commentaires, ça m'a mis vraiment j'avais la boule au ventre. J'ai même pensé à ce moment-là à tout arrêter. Je me suis dit non, en fait, si les gens ils comprennent pas ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est stratégique de continuer? Et puis en fait, après, j'ai juste bloqué la section commentaires pour cette publication. Et je pense que sur les réseaux, les gens ils ont cette facilité à facilement se lâcher derrière dans un clavier. Vraie vie, c'est pas comme ça. Et dans la vraie vie, bonjour. Ouais, c'est ça. Ils n'osent pas en fait dire ce qu'ils pensent, et même dans la vraie vie, ils se rendent compte que ça n'a pas de sens d'avoir autant de violence dans leurs propos. Mais je pense qu'il faut avoir les reins solides quand on est sur les réseaux. Moi, je me dis souvent, c'est comme quand tu es en embouteillage et que les gens klaxonnent, ils crient, ils insultent dans leur voiture. Et à un moment, tu descends et tu lui demandes d'abaisser sa vitre et de répéter. Non, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est un peu ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Et encore pire parce que là... tu les vois pas. Tu les vois pas du tout. Oui, ils sont en anonyme. Des fois, ils ont plusieurs comptes. Ils ont des faux comptes. Et c'est tellement facile d'être méchant, en fait, gratuitement. Mais on garde notre objectif en tête et on continue d'avancer, on continue de publier. Donc parfois, on fait des pauses, on fait des détox digital. Je pense que c'est important aussi. Et après, d'avoir aussi un entourage. Moi, j'ai mes amis, je leur dis le jour où vous me voyez peut-être partager quelque chose que je ne devrais pas, rappelez-moi alors, parce que il y a rien à faire, on reste des humains et on peut, d'une façon ou d'une autre, être tenté de partager. Même si j'espère que ça n'arrivera pas, mais on reste humain, et ça arrivait à plein de personnes qui disaient jamais, jamais, et finalement, ça c'est quand même produit.
Ouais, parce que c'est ça. On peut tomber dans le jeu de l'ego aussi, et de moi. C'est important de se préserver aussi. Et avoir l'entourage qui nous rappelle à l'ordre et qui vient justement aussi nourrir cette éthique et nous dire quand ça va, mais aussi nous dire quand ça va pas. Et je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, Yassine, mais par exemple si tu vois une collègue, une amie qui un jour partage un truc, tu dis non mais pourquoi elle partage ça, d'oser lui dire voilà, tu recommandes tel contenu, mais voilà, c'est pas éthique. Et je pense que si on est là pour se soutenir, on parle aussi, tu vois, de sororité, je pense que ça en fait pleinement partie. Non, c'est vrai, c'est puissant. C'est vrai. Une autre question par rapport à ton rôle de leader. Quel a été le moment où tu t'es dit, là, j'incarne vraiment mon propre leadership? Waouh. Alors, c'est compliqué parce que durant ma carrière, même si voilà, c'est jeune carrière entre guillemets, mais bon. Ça fait combien de temps que tu travailles? Donc, j'ai commencé en 2014. Donc avant, je travaillais aussi pendant mes études. Je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir le dire, c'est que voilà, moi, je suis pas née dans une famille qui était dans le médical, qui avait des facilités pour se lancer, etc. Donc il y a une partie de mes études qui a été financée par mon papa. Et une autre partie où vraiment j'ai dû travailler pendant les vacances d'été pour financer voilà, tout ce qu'il y avait à financer en tant qu'étudiante. Ouais, c'est beaucoup. Et dès ce moment-là, en fait, voilà, tu apprends qu'il y a des responsabilités à avoir, une manière de communiquer avec les autres, une manière de se créer un réseau, de saisir des opportunités. Et au fil de ce parcours, il y a eu des événements qui m'ont permis de faire certaines rencontres. Et en fait, à aucun moment, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, je vais être entrepreneur, je vais avoir un business. Non, moi, j'étais partie vraiment pour travailler en tant que sage-femme à l'hôpital, faire mes consultations, faire mes gardes de jour et de nuit. J'étais vraiment partie comme ça. Et dès que je suis diplômée, donc moi, je suis diplômée en 2013, c'est une année où on a été énormément de sages-femmes diplômées en Belgique. Ok. D'accord. Et donc, qui dit trop de diplômés, dit pas assez de place. Et voilà, j'ai eu aucune opportunité pour travailler à l'hôpital à ce moment-là. Donc j'ai pu faire des missions d'intérim, des petits remplacements, mais pas de poste s'offrait à moi. C'est pas du tout un scénario que j'avais envisagé. En fait, c'est violent parce que tu étudies, en plus de travailler pour financer tes études, tu dis enfin la délivrance, je vais pouvoir travailler, gagner ma vie, et non en fait. Exactement. Et là, en fait, ben voilà, le hasard, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Einstein disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et moi, j'aime énormément cette expression. Je rencontre une femme qui me dit bah, tiens, est-ce que tu veux bien me remplacer dans un premier temps? Donc, c'était une infirmière. Et en fait, parce que quand on est sage-femme en Belgique, jusque je pense les années 2018-2019, on avait le double diplôme sage-femme et infirmière. Ok. Et donc, je bosse directement en tant qu'infirmière. D'accord. C'était pas mon plan, mais ça s'est présenté. Donc, je commence en tant qu'infirmière. Et là, moi, j'ai fait mes études à Liège. Donc, moi, je connaissais bien Liège, mais j'atterris à Bruxelles. Donc, à ce moment-là, le fait de faire... En fait, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de hasard. Je me retrouve à faire des consultations infirmières à Bruxelles. Donc, j'apprends, je découvre la ville de Bruxelles. Donc, ça m'a facilité énormément de choses pour la suite. Vraiment, c'est incroyable. Et là, bah, petit à petit, elle me dit, bah, tiens, il y a un cabinet médical. Ce serait bien que tu commences tes consultations de sage-femme ici. Voilà, toc, toc, toc. Bonjour, je suis sage-femme. Ok, bah, tiens, il y a un box, tu peux le louer. Et tu commences ici. Et vraiment, les choses, elles se sont mises. C'est comme si, en fait, voilà, la voie, elle s'est facilitée. Et j'ai pas eu le temps, si tu veux, de trop analyser, de trop réfléchir. Ouais. Dès qu'il y avait une opportunité, tu la prenais. Je la prenais. Mais ça, c'est ce que je dis souvent aux jeunes quand ils cherchent un travail et tout. Ouais, mais j'ai pas envie. Je fais juste travail, en fait. Commence. T'as pas resté 2 mois à chercher le job idéal. Après, change. Tu peux toujours changer. Moi, j'ai fait que changer aussi. Et regarde-toi, si jamais t'avais fait tes petits caprices au début, dire, moi, j'ai pas envie de travailler en tant qu'infirmière, ben, t'aurais pas pu après travailler en tant que sage-femme. Ou même en tant qu'indépendante, parce que qui dit, à ce moment-là, je fais des remplacements, je dois me mettre à mon compte. Ouais. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de résistance. Après, les 900 € à payer par trimestre, ça aide. Ça fait mal. Mais c'est sûr que voilà, pendant 1 an ou 2, j'avais pas de salaire. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il faut l'accepter aussi. Moi, je dis toujours, choisir, c'est renoncer. Ouais. Tu peux pas tout avoir. Et à force de se dire, ouais, mais moi, je veux du confort, je veux un salaire, je veux que quand je suis malade, je sois payée. Bah, en fait, la vie, elle est pas toujours facilitante. Et le fait de ne pas avoir trop réfléchi, ça m'a permis de commencer dans ce cabinet. Après quelques temps, j'ai vu qu'il y avait plein de couacs dans ce cabinet. J'étais dans un autre, et puis dans un autre. En fait, à chaque fois, il y avait des bonnes raisons de partir.
jusqu'au jour, et c'était pour répondre à ta question par rapport au moment où je me suis dit, tiens, là, j'incarne mon leadership. Donc là, j'étais à mon 6e cabinet. D'accord, donc comme quoi ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc là, je suis dans le 6e cabinet et le cabinet est mis en vente. Oui. Le cabinet est mis en vente. Et là, tu rachètes Pactole. Je rigole, non, je rachète pas du tout. J'ai pas les finances pour. Pas du tout. Et là, en fait, moi, je viens d'être maman pour la 3e fois. Donc, il faut savoir que à chaque fois que je deviens maman, je diminue mon temps de travail. Parce que Superwoman, girl boss, c'est pas pour moi. Et donc, je diminue mon temps de travail. Et là, ça y est, j'ai eu mon 3e enfant. Il est à la crèche, donc j'ai envie de reprendre mon boulot. Et on apprend que le centre médical est mis en vente. Et là, je me dis, bon, d'abord, je pleure. Un bon coup. Un bon coup. Et je pense que c'est important aussi de casser le mythe de tout est toujours facile, tout est toujours beau, etc. Et j'appelle une amie et je lui dis... franchement, ça craint. Le centre médical, il a été mis en vente. Moi, j'avais arrêté toutes mes consultations dans un autre cabinet pour tout faire ici. Et elle me dit, en fait, tu veux pas comprendre. Elle me dit, là, vraiment, là, il est en train de te dire, Zina, ouvre ton cabinet, en fait. Et je me dis, ok. Mais sauf que trouver un bien à louer, ça a un certain coût. Et je lui dis, c'est vrai que j'ai déjà commencé à chercher des biens, mais il y a plein de travaux à faire et je connais pas d'entrepreneur. Elle me dit, ok, mais mon mari est entrepreneur. Vraiment, pourquoi j'ai appelé cette amie-là, en fait, ce soir-là. Et donc, avec son mari, on va aller faire des visites de biens. On trouve un bien avec ma collègue kiné. Et là, on se lance, on loue un rez-de-chaussée qui est en briques. Vraiment en briques, tu vois. Donc, il y a tout à faire. Il y a l'électricité, la plomberie, les séparations, toutes les affaires. Donc là, je découvre un autre domaine qui est le domaine du bâtiment. Avec toutes ces surprises. Et le domaine du bâtiment, quand tu le découvres, tu te rends compte qu'il y a toujours des travaux. Ça finit jamais, en fait. Tu ouvres un truc, il y a ça à faire. C'est vrai. Sauf quand tu es un bon entrepreneur. Ouais. Et là, c'était possible. Vraiment, les choses, elles ont été facilitées. Et là, on a ouvert notre centre, donc le centre Misaine. Et là, je me suis dit, waouh, c'est bon. Là, j'ai passé une étape dans ma vie professionnelle. Donc voilà, tu deviens co-responsable d'un centre. Ouais. Petit à petit, tu construis, tu t'entoures d'une équipe autour de toi, hyper professionnelle, avec différents métiers. Donc il y a des psychologues qui nous ont rejoints, des médecins généralistes, des ostéopathes. Vous êtes combien maintenant ? Maintenant, on est 7-8, je pense, ouais. Pas mal. Donc ça, c'était vraiment un très beau projet pour toutes les deux. Je fais un coucou à ma collègue Jihen. Et là, je pense que ça a marqué aussi un tournant parce que ça a donné aussi ça a concrétisé plein d'idées qui étaient en tête. Et pareil, j'avais absolument pas le projet d'ouvrir un centre à 32 ans. Et voilà, ça s'est fait parce que j'avais aussi cette idée que ouvrir un centre, tu vois, c'est quand t'es un homme. Ouais. Quand t'es plus vieux. Quand t'as plein d'argent de côté. Et en fait, non, les choses, elles ont été facilitées. Après, voilà, ça a demandé de mettre de l'argent sur la table. Ça a demandé énormément de temps de travail. T'as fait quelques nuits blanches. Le stress aussi, de dire si ça foire. Exactement, et la responsabilité. Tu t'engages dans un gros projet. Donc, partir signer pour des années de location, c'est aussi assumer ça derrière. Et puis, à ce moment-là, le fait d'avoir eu vraiment cet espace de Misaine, ça m'a fait connaître chez d'autres collègues. Et à ce moment-là, les supervisions de collègues, elles ont augmenté. C'est ça. Donc, tu vois, dans le ça veut dire que tu commences à former les autres, c'est ça ? Donc voilà, c'est-à-dire que les collègues peuvent te consulter pour une situation bien précise. D'accord. En lien avec la santé sexuelle. Et tu vois, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, etc., tu dis ce que je connais, tout le monde le connaît. Ouais. Mais en fait, non. Ouais. Et là, voilà, je découvre que des notions qui, pour moi, sont vraiment des points que j'utilise dans mes consultations de tous les jours. C'est des sujets qui ne sont pas connus de la part de collègues, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas maîtrisés, et qui fait que ça leur manque véritablement dans leur prise en charge. Et là, on me dit, mais Zina, il faut que tu nous formes. Donc, en fait, pareil, ce n'était pas du tout quelque chose que genre, je me suis jamais dit, ouais, je vais devenir formatrice. C'est venu, en fait. C'est drôle. Et là, je commence à y réfléchir. Donc, tu vois, je note dans mon agenda préparer la formation. Ouais. Et toi, je reçois la notification chaque semaine. Je me rappelle, j'avais mis ce créneau le jeudi matin. Donc, chaque jeudi matin, à 8h, je recevais la notification. Et moi, je continue à faire mes consultations. Je me suis dit, bon, plus tard. Et un jour, je me suis dit, en fait, non.
je bossais à ce moment-là donc, avec une assistante qui m'aidait vraiment dans ma vision sur du long terme. Et je lui dis oui, je pense que cette formation, elle me disait écoute Zina, faut arrêter. Je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Elle me dit Zina, tu vas arrêter. Cette formation, tu m'en parles depuis plus d'1 an. Donc maintenant, si tu la lances pas, tu m'en parles plus. Ouch. Et là, mon comme ego... Comme tu as dit, choisir, renoncer. Tu choisis, tu l'as fait ou tu te tais. Exactement. Soit tu agis, soit tu arrêtes d'en parler, en fait. C'est ça. Et pour un caractère de battante... De lionne, ouais. Là, elle a touché mon ego. Et je me suis dit, mais ouais, pourquoi, en fait, je passe pas à l'action? Ouais. Et là, je me suis bloquée vraiment quasi 2 mois où j'ai retravaillé vraiment tout le contenu que j'écrivais, tu vois, sur tous les petits carnets que j'ai, etc. J'ai tout recentralisé, j'ai créé mes modules, j'ai créé mes visuels, etc. Et j'ai lancé la pub. C'est ça. Et là, je vois que la formation, elle se remplit. Ouais, elle s'était vite remplie en plus. Et la première, elle s'est vite remplie. Ouais. En fait, les collègues proches qui me connaissaient, qui se sont dit enfin, tu la lances, on est là. Et puis certains l'ont parlé à d'autres collègues et ça s'est rempli. Et là, ça a été franchement le pur kiff. Parce que autant la consultation, j'aime énormément, je suis vraiment passionnée, j'adore ça. Mais alors former les collègues, je trouve que c'est hyper challengeant. Ouais. Ça m'a repoussé à faire encore plus de recherches, encore plus d'analyses. Parce que comprendre un concept, c'est une chose, mais pouvoir l'expliquer, c'en est une autre. Ouais, c'est quand d'ailleurs tu sais l'expliquer que tu le comprends vraiment. Exactement. Et donc vraiment là, ça a été un moment de changement dans mon business. Et puis il y a eu la 2e édition et là on prépare la 3e. Trop bien. C'est chouette ça. Comment est-ce que tu définirais ton propre style de leadership? Déjà pour toi c'est quoi le leadership? Waouh, leadership, déjà, j'ai l'impression que c'est plus quand tu vois, quand t'as une équipe, quand t'es à plusieurs, etc. Ici, par exemple, je vais le voir même avec la formation professionnelle, c'est le fait déjà d'incarner les valeurs dont je parle, d'être disponible pour discuter d'une situation ou de l'autre, de pouvoir motiver les personnes qui m'ont fait confiance. Ouais. Par exemple, il y a une des participantes qui, suite à la formation, a commencé elle a lancé des ateliers pour parler de santé sexuelle avec des femmes. Et le premier atelier qu'elle a lancé, il s'est, selon elle, moyennement bien passé. Et en fait, en décortiquant avec elle, déjà, je lui dis, d'abord, bravo d'avoir lancé, parce qu'avant ça, tu le faisais pas. Ouais. Et t'as eu que un commentaire négatif, mais tout le reste était positif. Ouais. Et en fait, il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai que, tu vois, quand t'as travaillé dans l'ombre pendant quelques années et que les gens te découvrent, ils ont l'impression que tu as toujours été à ce niveau-là. Ouais. Mais très certainement que quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, j'ai peut-être dit des bourdes, peut-être que j'ai fait des choses de façon moyenne, mais j'ai dû passer par ces étapes-là pour pouvoir arriver à un niveau aujourd'hui où je suis hyper à l'aise quand je forme, quand j'accompagne, quand j'anime. Et donc le leadership, je trouve que vraiment incarner les valeurs dont on parle, être disponible pour partager ce qu'on connaît. Parce que, tu vois, des fois, on pourrait se dire, vu que moi, je connais ça, je veux rester, tu vois, la référence et ne pas partager. Non, en fait, justement, le leadership, t'as tellement compris la mission que t'es en train de réaliser que tu veux partager. Et t'es pas en fragilité par rapport à la concurrence, au contraire. Absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a une généraliste qui m'a contactée il y a quelques semaines et qui me dit... voilà Zina, nous on a pas mal de patientes qu'on t'envoie régulièrement pour des problématiques, par exemple de douleurs intimes lors des relations sexuelles, des problématiques de vaginisme, de dyspareunie, etc. Je dis merci pour votre confiance et elle me dit comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue de fonctionner comme ça, on t'envoie nos patientes. Et là je lui dis oui, mais je pense que ce qui serait plus judicieux de faire, c'est que je forme votre personnel en fait. Et spontanément, elle me dit, mais du coup, tu vas perdre de l'argent. Parce qu'on t'enverra plus de patientes. Je dis, mais c'est pas comme ça, en fait, que je réfléchis. Je me dis, justement, si je forme votre personnel, déjà, moi... c'est un travail. C'est un travail. Et c'est un pur kiff de former. Et ensuite, pour vos patientes, c'est un vrai gain de temps. Le personnel qu'elle consulte chez vous est formé. La prise en charge, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Tout le monde est gagnant. Mais le fait qu'elle me dise, tu vas perdre de l'argent, en fait, pour moi, ça a fait écho avec l'idée que si tu partages ton savoir, tu vas perdre quelque chose. Ouais. Non, en fait. Ouais. Absolument pas. Ouais. Et je trouve qu'on peut vite tomber là-dedans. De ce que je sais, je le garde et je veux être dans l'exclusivité. Exactement.
Bah non. Et de toute façon, tu seras toujours unique. En fait, c'est ça le truc, c'est avoir confiance dans son unicité, qu'on est 8 milliards de personnes sur Terre et chacun d'entre nous est unique. Ouais. Et donc, du coup, quand tu as confiance en ça, tu n'as pas de problème à partager ce que tu sais, parce que tu te dis, le jour où tout le monde saura ce que je sais, ben moi, j'apprendrai autre chose. Et donc, c'est même un challenge de se dire... Puis c'est aussi la question de l'impact, comme tu dis. Enfin, tu penses au résultat final, à l'impact que tu veux laisser sur Terre, et pas uniquement à remplir ton portefeuille. Ce qui est bien, et soyons clairs, parce qu'il y a aussi faut déconstruire aussi ce truc de... Pour quand on fait du bien, il faut être pauvre. Non, en fait. Enfin, non. On a envie d'être riche. On le fera mieux si on est à l'aise financièrement aussi. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur le leadership, en fait, le leadership, moi, ma conception du leadership, elle est justement séparée du management. Et donc, chaque personne exerce un leadership. Donc, par exemple, la femme dont tu parlais, qui a fait un atelier, que ça s'est pas très bien passé, etc., ben là, elle va aussi développer elle-même son propre style de leadership en acceptant, du coup, ses vulnérabilités, en acceptant, comme tu as dit, il y a eu un seul commentaire négatif et les autres positifs, donc en acceptant aussi de s'auto-congratuler, parce que c'est quelque chose que souvent, en tant que femme et en tant que racisée, on fait peu. Et donc, le leadership, il n'a absolument rien à voir avec le management. Et d'ailleurs, souvent, on doit développer son leadership quand on est manager, parce qu'on ne l'a pas assez bien fait avant. Mais voilà, une fois qu'on développe son propre style de leadership, ça ne veut pas dire que je vais gérer les gens. C'est juste déjà, est-ce que j'arrive à m'inspirer moi-même? Est-ce que j'arrive à gérer ma propre vie déjà? J'exerce déjà mon leadership. Si j'arrive à avoir de l'impact comme toi tu le fais dans ton travail, c'est encore mieux, tu vois. Mais ce n'est pas nécessaire, tu vois, dans le leadership. Ok. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des personnes ou des modèles qui t'ont inspiré dans ton cheminement? Alors déjà, il y a plein de femmes qui m'entourent qui sont dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. 2 années de suite, j'avais organisé un week-end entre thérapeutes. Vraiment parce que je remarquais qu'il y avait plein de collègues qui étaient en épuisement. C'est-à-dire que quand on est dans le domaine du soin, que ce soit la santé mentale, la santé physique, très souvent on est passionné. Et donc on compte pas nos heures. On absorbe aussi beaucoup les problèmes. Enfin, moi, je le vois même dans mon travail, les femmes me racontent des trucs. Quelquefois, c'est dur. Oui, il faut avoir vraiment des stratégies pour vraiment ne pas être atteint par la difficulté, la souffrance que les gens vivent. Sinon, c'est ingérable. En fait, c'est distinguer la compassion et l'empathie aussi. Tout à fait. Je peux avoir de la compassion. Voilà. Je comprends que c'est difficile. Je suis désolée pour toi. Mais ça reste, c'est pas mon problème. Mais je dois pas absorber cette douleur, en fait. Exactement. Et donc, il y avait plein de collègues, vraiment des psychologues, des kinés, des infirmières, qui étaient épuisées, qui n'avaient plus pris de temps pour elles depuis... il y en avait certaines, ça faisait plus d'1 an, qu'elles n'avaient plus pris un temps pour elles. Vraiment, un vrai moment en dehors de la cellule familiale, en dehors du travail. Et c'est vrai, en fait, le temps, il passe hyper vite. Et si on ne s'impose pas un temps qualitatif où on prend soin de nous, voilà, l'année, elle passe et on ne s'est pas ressourcé. Et donc, durant ce week-end, en fait, on a découvert que chacune, elle avait des forces, elle avait mis en place des stratégies pour pouvoir tenir. Mais tu vois, quand tu es dans le train-train quotidien, tu n'en as pas forcément conscience. Et donc, plusieurs d'entre elles m'ont vraiment inspirée. Par exemple, je repense à Rachida Al-Boustati, ici à Bruxelles, qui, machallah, voilà, elle est diététicienne, nutritionniste. Qui a un resto aussi. Qui a un centre holistique. Qui a ouvert un centre, justement, avec aussi une collègue kiné. Qui a une grande équipe paramédicale autour d'elle, qui a ouvert un restaurant, qui fait des consultations aussi en ligne, qui organise... Je l'invite d'ailleurs. Vraiment, c'est une personne à inviter. Donc elle, c'est une source d'inspiration. Il y a Hanana Feller que tu as invité d'ailleurs ici au podcast, qui voilà avait des consultations et maintenant elle a développé sa propre gamme de compléments alimentaires, qui est un vrai gage de sérieux aussi, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui proposent aujourd'hui des compléments, des gummies, des je ne sais quoi, mais qui en fait sont juste dans du business pour créer de la consommation et absolument pas prendre soin des gens. Il y a aussi Lamia Tatari. Donc elle, c'est une psychologue qui exerce au Canada, qui pour moi est waouh. Machallah, c'est un véritable exemple pour moi. J'espère un jour pouvoir la rencontrer ici-bas. C'est une psy, mère de famille. Elle est aussi maman de 3 enfants et elle est conférencière. Elle organise, elle propose des programmes en ligne. Et pour moi, elle incarne vraiment cette sérénité, tu vois. Et je trouve que ça, c'est la force tranquille. Oh. Vraiment, je suis admirative. Je suis admirative. C'est vraiment un contenu, par exemple, ce qu'elle partage, c'est une source d'inspiration dans mon quotidien. Que ce soit et pour le professionnel, mais aussi pour ma casquette d'épouse et de maman. Ouais. Et justement, tu arrives à concilier ça, ta vie
pro et privé. Alors souvent, on me pose la question de comment on va jongler. Donc, je rappelle que nous sommes des humaines. Exactement. Okay, et que sur les réseaux, on partage en fait notre travail. Exactement. On partage vraiment les moments qui font sens avec notre activité professionnelle. Et c'est pas forcément direct aussi. Et c'est pas direct. Comme je dis, voilà, le centre Mizène qu'on a ouvert, je devrais peut-être un jour vous filmer le premier cabinet où j'ai commencé, qui à l'époque avait une fenêtre cassée, d'accord, mais j'avais quand même accepté de travailler dedans, tu vois. Donc il y a eu du chemin qui a été parcouru. Et les gens, souvent, ils vont voir l'arrivée. Ils vont pas voir tout le chemin, ils vont pas voir les galères. Et après, ils vont avoir du mal à entreprendre en disant oui, j'ai eu une galère, ça va pas, ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, ils ne prennent pas tous les sacrifices qu'il y a eu derrière. Tout à fait, les sacrifices, les efforts, les décisions aussi qui ont été prises, qui sont pas forcément toujours confortables, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, tu me disais quoi? J'ai la conciliation vie privée et professionnelle. Tu vois, la fatigue là. Surtout quand on est entrepreneuse, la limite, elle est compliquée, surtout quand t'es passionné, en fait. Tu te dis, tu sais quoi, je vais rentrer, je vais juste réfléchir sur un petit sujet, parce que t'as plein d'idées en tête, t'as envie de les noter, et puis je réponds à un mail, et puis entre-temps, tu reçois un coup de fil, et puis t'es reparti, et puis tu réagis à un contenu, et en fait, tu peux ne jamais t'arrêter. Ouais. Donc, comment je concilie? Je fais des siestes. Tu fais les micro-siestes? Ouais, j'adore. Trop bien. Vraiment, alhamdoulilah, je m'endors très facilement. Et tu te réveilles? Je me réveille grâce à mon réveil. C'est ça. Donc, au cabinet, ça m'arrive de vraiment dormir avant de reprendre l'après-midi. J'ai mon petit moment café que j'aime particulièrement. Alhamdoulilah, j'ai des amies qui sont présentes, que je vois de façon hebdomadaire. J'ai un mari qui est très conciliant et qui a vraiment compris la mission que j'ai envie de réaliser. Et donc, c'est un vrai conjoint aidant, supportant à mes côtés. Et l'activité sportive, vraiment, chaque semaine, plusieurs rendez-vous, alhamdoulilah, que j'ai pu installer cette dernière année et qui sont une vraie bouffée d'oxygène. Et après, c'est sûr que la spiritualité est mon levier. Ça, c'est et un levier et mon espace refuge. Ouais. Tu disais en introduction que tu invites des femmes qui ont développé de la résilience. Pour moi, la spiritualité, elle apporte énormément dans le business. Ouais. Elle permet je disais tout à l'heure, d'être dans la gratitude, de porter uniquement ce qu'on peut porter, en fait. Le reste, c'est je ne m'en charge pas. J'ai pas à porter ce stress, j'ai pas à porter ces doutes. Moi, je fais ma part et Dieu, il s'occupe des résultats. Ça vient, super. Ça vient pas, super, c'est que ça devait pas venir. En fait, je trouve que ça nous offre une acceptation qui vaut de l'or. Ouais. Vraiment une sérénité qui est liée à ça aussi. L'acceptation que, en fait, c'est comme ça. Tu vois, en arabe, on dit tatla al-sama tu vois. Tu montes au ciel et tu redescends, ça changera pas, en fait. Ouais. Donc, ça sert à rien de te mettre en colère. Mon père, il disait, tape-toi la tête contre le mur. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, c'est que tu te mettes dans un état de colère, de folie, de que sais-je. En fait, c'est comme ça. Ouais. C'est qu'est-ce que tu fais. Et là, je te parle, et je repense à un jour. Donc, moi, je consulte certains jours au cabinet, et un jour, je devais pas consulter. Mais comme je devais partir en vacances, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai des derniers rendez-vous que j'aimerais vraiment proposer avant de partir. Et donc, je case ces rendez-vous un jeudi matin. Je pense que c'était ça. Et j'arrive un peu plus tôt au cabinet. J'arrive, inondation. Inondation, le plafond s'est mis à couler. Un tuyau qui avait lâché. Et je me dis, voilà, c'était pas prévu que je vienne. Et finalement, je suis venue. Et qu'est-ce que je fais, en fait, maintenant ? Voilà, tu nettoies. Donc, quand t'es entrepreneur, t'as aussi des tâches un peu ingrates à faire. Ouais. Et ça, je devrais vous filmer aussi les jours où on doit sortir toutes les grosses poubelles. Ça fait partie, en fait, du jeu. Et donc, faudrait faire une vidéo galère. Galère, exactement. Et ça, les gens le voient pas forcément, mais il y a des imprévus, en fait. Ouais. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des... Et ça sert à rien de s'énerver. En fait, il y a un concept que moi, ça a changé ma vie quand j'ai compris ça. C'est tout ce qui est dans ta zone de contrôle et ce qui n'est pas dans ta zone de contrôle. En fait, tu te dis là, typiquement, c'est une préoccupation. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait une inondation, mais c'est pas dans ma zone de contrôle.
L'inondation, elle s'est passée. Ce qui est dans ma zone de contrôle, c'est de nettoyer, d'annuler mes rendez-vous et c'est tout. Exactement. Et donc, tu prends les choses beaucoup plus parce que sinon, tu es là à t'énerver, à truc. Et souvent, se rappeler, OK, dans tout ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas, et d'être beaucoup plus sereine par rapport à elle. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas t'énerver. Et alors, tu vas t'énerver, tu vas avoir des nerfs dans ton corps pendant des heures, des tensions, la nuque, le machin. Pourquoi? Ça ne change rien. Ça change rien. Exactement. Donc vraiment, je trouve que l'acceptation, elle nous permet d'avancer sereinement. On parle beaucoup du tawakkul. Ouais. Vraiment de faire sa part et le reste. C'est une notion de risque aussi. Exactement. Tout à l'heure, toi, quand tu disais, j'ai pas de souci à partager ce que je sais parce que, en fait, moi, ça a fait écho avec la notion de risque. Ouais. Si je te partage, si tu vas gagner grâce à mon partage, bah, psahtek, en fait. Ouais. Ça va pas m'appauvrir. Mais aujourd'hui, je trouve que, surtout dans les formations, tu vois, de marketing agressif, etc., c'est chacun pour soi, en fait. Ouais. Tu dois être meilleur en écrasant. Bah non, en fait. Pourquoi cette agressivité? Pourquoi? Non, je vais te former, je vais te partager des choses. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, les personnes que j'ai formées, bah, j'ai aucun souci à leur référer mes patients quand j'ai pas de place au cabinet. Ouais, c'est ça. Et on dit, oui, mais du coup, tu crées ta propre concurrence. C'est pas la concurrence, en fait. C'est un réseau de collègues et on est ensemble dans une même mission de prendre soin. Récemment, il y a eu une femme qui est venue chez moi pour un accompagnement. Et donc, du coup, je lui dis, ben voilà, pour ton problème, c'est 5 séances, je pense que c'est réglé. Elle me dit, pourquoi 5 séances? Moi, je voudrais que tu m'accompagnes toute l'année. 1 séance par semaine. Ouais. Je dis, écoute, si je dois t'accompagner pendant 1 séance par semaine pendant 1 année, ça veut dire que je suis une très mauvaise coach. Ça veut dire que je fais très mal mon travail. C'est ça. Je dis, non. Avec moi, 5, 6 séances grand max. Après, tu es autonome. Tout à fait. Je ne viens pas ton assistante, en fait. Si tu as besoin d'une assistante pour t'aider ou te challenger, c'est autre chose. Mais, et elle me regardait, elle me dit, oui, mais c'est bizarre, tu refuses du business. Je dis, mais parce que c'est une question aussi d'éthique de faire le travail. Évidemment, je pourrais lui prendre dans le jackpot. Chaque semaine, elle me paye la femme pendant 1 an. Tu la gardes toute l'année. C'est ça. Je dis, mais non, en fait, ça veut dire que je ferais mal mon travail. En fait, le but, c'est qu'après, vous soyez autonome, que j'ai pu débloquer ce qu'il y avait à débloquer. Et que je vous donne des outils et après, volez de vos propres ailes, quoi. Exactement. Et ici, même en consultation, parfois, il y a des gens, quand on me disait, OK, on reprend le prochain rendez-vous. Non. Tu vois, j'ai fini ma mission avec vous. Maintenant, mettez en application ce que je vous ai proposé et peut-être qu'on se reverra pas, en fait, au cabinet. On se reverra dehors, salam alaikum, tout va bien. Et c'est tout, en fait. Mais aujourd'hui, on est aussi dans cette consommation de services. Et si on n'a pas d'éthique, on peut être de vrais loups, en fait. Tu vois, de garder, surtout qu'ici, parfois, il y a des personnes qui sont dans une vraie souffrance, qui sont vulnérables. Et donc, si on n'a pas d'éthique, bah, en fait, on peut manipuler ça. Et il y en a qui le font. Il y en a qui vont vendre des packs pour des thérapies. Oui, on va déjà programmer 5 séances, 10 séances. Mais tu sais pas, ça se trouve après 2, tu vas dire un mot, tu vas dire une phrase, va y avoir un changement dans la vie de la personne, il va y avoir un déclic. Et la personne, elle peut tout à fait devenir actrice de son changement, de son mieux-être. Et la situation, elle est résolue. Ouais, c'est ça. Donc non, encore une fois, on revient à l'éthique. Mais c'est compliqué de faire son chemin là-dessus. Parce que voilà, quand tu communiques, toi comment on communique sur les réseaux sociaux, et donc du coup on est en concurrence avec ces gens qui sont beaucoup plus agressifs et qui vont beaucoup plus loin dans le business, et toi tu es là, tu essaies de rester éthique, de suivre ton chemin, mais du coup il faut accepter que c'est plus difficile. Est-ce que c'est plus difficile? Toi, ils vont peut-être plus loin, mais sur à le quel court prix? terme. Voilà, en fait, à quel prix en fait? Toi, moi, si c'est pour que je fasse les fameux 50K, 100K annuels, à quel prix en fait? Si c'est au prix de mon éthique, j'en ai pas besoin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est surtout court terme, je pense. C'est une question aussi de patience. Exactement. C'est pas comment dire en arabe. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'entrepreneuse, il faut apprendre. Enfin, moi, c'est là où je l'ai appris. Tout à fait. Et se rappeler que le business, c'est pas une fin en soi. Ouais. C'est un moyen pour arriver à notre paix, pour être dans une adoration. Et pas... quand tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est ton why, comme dit Samuel Sinek. Exactement. C'est quoi ton why? Quand tu connais ton why, en fait... tu relativises, il n'y a pas de pression, les autres ils brillent, et psahatam en fait. Il n'y a pas de souci, je te souhaite de continuer à briller sans t'abîmer. C'est ça, sans te perdre. Sans te perdre, parce qu'on en a vu, des gens qui vont peut-être réussir, ils vont avoir un gros business, ils vont avoir des grosses équipes, et aujourd'hui d'ailleurs, il y en a plein qui font marche arrière. Ouais. Il y en a plein qui disent, mon business avait grossi, du coup j'ai engagé du personnel, mais du coup, création de contenu, je fais plus ce que je faisais. Création de contenu, mais ça avait même plus de sens. Du coup, je me retrouvais à devoir travailler pour payer du personnel. C'est ça. Mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, non, il y a absolument pas de souci à
à lever le pied et à... Tant qu'on avance et qu'on se perd pas, ça me va. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'une fois, j'ai suivi une formation dans un monde d'entrepreneurs. Ouais. Et le formateur disait, en gros, comment scaler ton business, donc comment l'agrandir. Il disait, ton business, il doit être revendable. Quelle est la valeur de la revente? Et donc, tu dois travailler pour pouvoir le revendre. Et je disais, non, en fait, moi, j'ai pas créé mon business pour le revendre. Enfin, j'ai créé mon business, en fait, tout simplement un peu comme toi, parce que j'ai pas trouvé ça ailleurs. Si je pouvais être employée, pas me casser la tête avec ma comptabilité, ma TVA et mes taxes, d'accord. Je le ferais, avoir un salaire fixe par mois, ma retraite, tranquille. Hein. Ouais. Mais donc, chez nous, j'ai créé un business parce que je veux créer de la valeur pour la société et un travail qui me passionne. Mais c'est pas pour de la revente, je compte pas le revendre, en fait. Et du coup, le gars qui est un formateur d'entrepreneurs, il buguait, en fait, sur ma vision. Et tous les autres autour de moi, il n'y avait que des hommes blancs, déjà. J'étais la seule femme d'origine étrangère. C'était... Bon, déjà, le setup, voilà. Et ils étaient tous en mode, mais non, enfin, pourquoi tu crées un business? Tu crées un business pour le revendre et après, prendre ta retraite plus tôt et aller pavaner sur les plages et tout. Mais moi, je ne vois pas le travail comme un calvaire, en fait. Et je m'embêterais de pavaner sur des plages. Enfin, tu vois? Donc, tu as aussi une notion qui est liée à quelle est la relation que tu as au travail. Toi, tu as la chance d'avoir un travail pour lequel tu es passionné, même s'il y a toujours des choses que tu fais que tu n'aimes pas. On est d'accord. La compta, je pense que tous les entrepreneurs seront d'accord pour dire « Ouh, c'est pas la tasse de thé », même si aujourd'hui, c'est très digitalisé. Ouais, quand même, ça a été vachement amélioré. Mais quand même, rien que de me dire que je vais devoir me pencher là-dessus. Waouh. Ouais, moi, je sais, là, j'ai un mail de ma comptable qui me traîne depuis 2 semaines. Je procrastine dessus. Moi, je ne réponds pas aux appels. J'esquive. Je suis dans le déni, tu vois, le déni des chiffres. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que, par exemple, là, je repense à... Donc, une fois, j'ai été démarchée par une boîte qui t'aide à grossir faire grossir ton activité. À scaler, quoi. Ouais. Et donc, ils me contactent, donc, de jeunes hommes, et qui me disent, voilà, on a analysé un petit peu ton business, c'est génial, t'es dans un marché de niche, sexologue musulmane, c'est vraiment un truc hors du commun. Waouh. Mais dommage, ton produit, donc c'était une formation en particulier que je vendais. Donc, à l'époque, je la vendais à 150 €. Ouais. Et pour moi, voilà, c'était pour permettre aux gens, plutôt que d'attendre un long délai de consultation, où des fois, il y a des sujets qu'on a besoin d'apprendre sans forcément consulter, en fait, d'accord? Et donc, j'avais développé cette formation, alhamdoulilah, qui, selon moi, marchait, mais c'est sûr qu'elle aurait pu vendre plus. Et donc, ils me disent, écoute, donc j'accepte de faire un rendez-vous avec eux pour voir ce qu'ils vont proposer. Moi, vraiment en mode naïf dans le monde du marketing, comment on appelle ça, tu vois, la façon de scaler et compagnie. Et donc, à ce moment-là, donc j'ai le rendez-vous avec eux, ils me disent, nous, on te propose d'augmenter le tarif à 400, voire même 500 €, et on s'engage à te vendre même au-delà de 1000 formations. Et je dis, OK, mais 1000 formations, ça veut dire 1000 clientes, parce que ce sont les femmes qui achètent ces formations en grande majorité. 1000 clientes, OK, donc ça veut dire 1000 mails potentiels sur des questions de santé intime. Moi, pas pouvoir traiter. Je bug là. Tu vois? Là, ils me disent, non, mais dans notre équipe, on a une femme qui pourra y répondre. Juste une femme. C'est une femme à les qualifier pour, c'est ça? Et je dis, mais non, en fait, là, on est dans l'ordre du secret professionnel. Les gens, s'ils achètent cette formation chez moi, c'est qu'ils me font confiance à moi. Ouais. Et c'est qu'ils ont besoin de mon expertise pour y répondre. Et là, ils comprenaient pas, en fait. Ils me disent, mais non, mais t'imagines, 1000 fois 500, ça fait 500 000. Ouais. Donc, eux, bien sûr, ils se prennent un gros pourcentage. Et je me suis dit, mais à quel moment tu t'acceptes de vendre dans ces conditions? Tu vois, là, il y a plus d'éthique, en fait. Ouais. Et c'est vrai que tu peux, si tu n'as pas du gain, tu peux vite tomber dans des systèmes comme ça. Et on l'a vu, il y en a plein qui sont tombés là-dedans, tu vois, de vendre des formations à des milliers d'euros en masse, tu vois, alors qu'en fait, c'est juste des formations qui se copient les unes les autres. Des formations qui sont créées par ChatGPT et des gens qui sont absolument pas compétents qui créent des formations avec ChatGPT. Ah non, mais alors là, le ChatGPT, aujourd'hui, je pense que tout le monde est gavé du contenu créé par ChatGPT. En plus, et des personnes qui vont littéralement pondre des ateliers chaque mois autour d'une thématique. Mais toi, quand tu es professionnel de la santé et que tu vois déjà venir la trame, en fait, tu vois, et tu te dis, tiens, quand il y a une session de questions-réponses, la personne, elle bug, elle sait pas répondre, il n'y a pas d'expertise de terrain, etc.
c'est une arnaque en fait. Mais surtout que tu peux détruire des gens. Enfin, moi, j'ai déjà eu des participantes qui sont venues dans mon accompagnement. Elles m'ont dit, moi, j'ai suivi une formation par une autre coach, super sur les réseaux sociaux et tout, mais elle me dit, elle a détruit ma confiance en moi. Ouais. Et ça, pour reconstruire, c'est... Et donc, surtout quand tu es dans un travail comme ça de service, à la limite, si tu fais du e-commerce, ok, tu vends un produit, des brosses à cheveux, voilà. y a pas de souci, oui, tu c'est vois. ça, tant que ça arrache pas les cheveux. Voilà, tu vois, mais quand tu es dans un truc de service comme ça et du bien-être des gens, c'est quand même une énorme responsabilité. Parce que moi, j'avais aussi eu ça avec des personnes qui me disaient non, mais ton accompagnement, il faut le vendre plus cher et tu dois faire des plus grands groupes. Parce que moi, je fais des petits groupes pour avoir des calls avec 5-6 femmes. Parce que je trouve que c'est là où chacune a son espace pour parler et c'est le but. Et on me dit non, tu dois en prendre 15, je mets 15, un call de 1h30. Ouais. Qui va parler? Ça va toujours être les mêmes. En plus, c'est en distanciel, donc c'est pas la même chose que... Donc non, en fait, je préfère un petit groupe cosy et au moins, je préfère qu'il y ait moins de clientes, mais qu'elles soient contentes et qu'il y ait un impact long terme plutôt qu'avoir plein de personnes. Mais c'est ça le truc, c'est nouveau impact sur la société, pourquoi tu fais les choses et puis aussi même pour ta réputation, court terme, long terme, ça joue aussi. Tout à fait. Ça c'est comme, tu vois, il y avait... moi, j'aime bien voir ce qui est proposé dans le monde des formations. Donc, tu vois, j'ai déjà assisté à des webinaires pour voir justement... Quels sont les messages qu'ils véhiculent, etc. Et tu vois, le truc de l'urgence. Oui, inscription jusqu'à minuit, t'as moins 20%. À partir de demain, il reste, je sais pas moi, on prend que les 10 premiers, alors qu'en fait, c'est absolument pas vrai. Ou bien tu dois candidater pour rejoindre ce programme. Alors qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Tu vois, sans citer de nom, il y a eu des scandales de soi-disant formatrices, alors qu'en fait, c'était juste des escroqueries. Et c'était genre, oui, c'est candidaté, alors qu'en fait, vite, tu dois payer. Si tu payes pas, on te prend pas. Mais attends, tu viens de me dire que c'est sur candidature. Donc, en fait, c'est quoi? Ce qui valide ma candidature, c'est mon paiement, en fait. Et puis, il y a des gens qui s'endettent. Je connais des gens qui sont endettés pour ces accompagnements. Ouais. Moi, ça m'arrive quelquefois, on me dit, oui, je ne t'endette pas pour suivre mon accompagnement. Enfin, exactement. Si c'est une petite partie, ok, mais pour payer l'entièreté, non, enfin, tu vas pas rajouter un problème, en fait. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein. Enfin, Oui, et voilà, je veux dire, même si on propose des formations, nous, on est convaincus que notre formation, elle est extraordinaire. Oui. Tu vois, que ça va être une vraie plus-value dans votre activité. J'ai été contactée par des collègues qui me disent, voilà, par contre, cette période-ci, c'est difficile, mais pas de souci, en fait. Si c'est pas ici, Inch'Allah, ce sera la prochaine édition. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais j'espère qu'il y en aura au moins une par an, tu vois. Ouais, donc, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et il n'y a pas de problème, en fait. Tu vois, ce truc de, non, dès que votre client, il est un peu chaud, il faut saisir. Ouais. Moi, on m'a déjà dit que je closais mal, en fait. Je n'étais pas assez agressive. Je ne sais pas l'être, en fait. Mais moi, j'ai même pas envie d'avoir. Oui, c'est ça, t'as pas envie. Dans les groupes, quelqu'un qui est là. Parce dans que la contrainte. Tu l'as poussé, voilà. Non, je veux que les personnes qui viennent, elles viennent de bon cœur, elles viennent parce qu'elles ont compris le but de la formation, parce que ça leur parle, parce qu'elles disent j'ai besoin de cette formation, parce que ça va changer ma façon de prendre en charge mes patients. Tu vois, et déjà, tu commences avec un autre état d'esprit. Exactement. Et c'est bon. Ta cliente, elle est déjà, on va dire, conquise et une future ambassadrice, en fait. Closer avec éthique. C'est pas ça. Tout à fait. Et quel a été le rôle de la sororité dans ton parcours? Donc l'entraide entre femmes. Alors, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est le fait de se recommander les unes les autres. Ouais. Y en a qui, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui était un marqueur, qu'est-ce qui était marquant plutôt dans mon parcours. Donc, quand j'avais écrit mon premier livre, je dis toujours mon premier, comme ça, je me dis le deuxième, il faut qu'il sorte. C'est quand qui vient le deuxième? Inch'Allah, la grossesse du deuxième, elle est un peu plus longue, là. Le deuxième enfant, il fait toujours plus de problèmes. Non, ma fille, je l'aime. Donc ça, quand ça chamboule tout. Ça chamboule. Passer de 3 à 4, c'est quelque chose. Mais quand j'ai sorti le premier livre, il y a eu plein de collègues qui ont recommandé mon ouvrage, qui en ont parlé avec leurs patientes, qui en ont même acheté, qui l'ont mis dans leur cabinet. Et pour moi, ça a été une vraie marque de sororité. De se dire, OK, je vais rien gagner en parlant de son activité. Mais en fait, si, parce que je propose aux personnes que j'accompagne ou à ma famille ou quoi, du contenu qualitatif et tout le monde est gagnant. Donc, je trouve que la sororité, c'est le fait d'oser des fois juste commenter le travail des autres, de le recommander. Par exemple, voilà, une fois, tu m'avais demandé, tiens, est-ce que tu connais pas une personne pour faire je sais plus c'était pour quelle mission précise, et je t'avais dit, bah tiens, j'ai quelqu'un, et bah voilà, cette femme-là, elle m'a dit, bah merci de m'avoir recommandé, et en fait, tout le monde est gagnant. C'est une façon de se dire, je connais la bonne personne qui va répondre à ton objectif. Moi, je suis juste la plaque tournante, tu vois. Ouais. C'est tout.
Ce qui est trop drôle aussi là-dedans, c'est que je fais beaucoup ça, des mises en relation, des recommandations et tout, et je le fais sans attendre quoi que ce soit. Et quelquefois, j'ai des retours, mais impressionnants. Une fois, par exemple, j'étais avec un collègue dans une entreprise publique où je siège, et donc rien à voir à l'environnement, et il vient, il me dit, tiens, j'étais à un dîner, et tu as recommandé cette femme pour ce programme-là, tu l'as aidée, tu l'as coachée et tout, mais bénévolement, c'était pas quelque chose, voilà. Et du coup, elle parlait de toi. En disant c'est grâce à elle, c'est trop génial, c'est la première fois qu'il y a une femme qui m'aide autant et tout. Et lui, il entend mon nom, il dit attends, tu parles la même. Mais donc c'était juste trop drôle comment aussi les infos tournent. Et du coup, moi, toi, tu te dis, et le gars, en plus, c'était un gars avec qui j'avais des conflits. Et donc tout d'un coup, il est devenu super gentil avec moi. Mais c'était un truc, ça a été un game changer. En fait, il s'est dit, mais en fait, elle est chouette cette femme, parce qu'on avait un conflit professionnel, pas personnel. Mais du coup, on était restés en froid. Et avec cette petite histoire, il devenait super gentil avec moi. Il m'a acheté mes livres. Il est devenu un supporter aussi, en se disant, bah oui, en fait, il faut se soutenir. Et le soutien, en fait, c'est beau, déjà. Mais t'as une satisfaction de dire, j'ai pu aider, et puis j'oublie. Exactement. Après. Et se rappeler, en fait, on n'est que des moyens. On n'est que des moyens. On n'est que des moyens, tu vois. Et encore une fois, ça va être l'ego de non, je vais pas parler de son truc, je vais pas parler de son week-end qu'elle organise, je vais pas parler de son événement, je vais pas parler de son livre, je vais pas parler de ses produits. Qu'est-ce que je vais y perdre ? Alors après, voilà, moi, je suis pas là non plus, je suis pas ton attaché de presse et je vais pas partager tous les jours ton contenu. Mais parfois, je vais juste citer ton nom à la bonne personne et ça va être utile pour toi. C'est ça. Après, c'est toi qui fais. Parce que je dis tout le temps. Moi, je te recommande, je te donne des conseils. Après, c'est toi qui gères. Exactement. Ok, c'est puissant, la sororité. Si tu devais donner un seul conseil à une femme qui hésite à se lancer, et se lancer, c'est pas forcément l'entrepreneuriat, c'est juste à prendre sa vie en main. Qu'est-ce que tu dirais ? À se dire que la vie, elle est faite pour être vécue et il vaut mieux se lancer et goûter à la réussite, goûter à la satisfaction si elle est au rendez-vous, ou bien que ça marche pas et que tu te dises au moins je l'ai fait et je peux passer à autre chose. Vraiment de pas être dans ce regret de toute ma vie j'ai voulu faire ça, mais va le faire en fait. Personne ne va venir le faire à ta place et il y aura jamais le bon moment. Les astres ne vont jamais s'aligner en mode le jour où t'auras pas d'enfant malade, que la maison elle sera toute ordonnée, je passe mon temps à dire ça aux femmes, il n'y aura pas de bon moment, c'est toi qui décides quand c'est le bon moment. Fais-le, et si ce que tu proposes a du sens, va répondre à une difficulté, va amener du confort à quelqu'un, fonce. Fonce. Je me rappelle quand j'étais adolescente, je disais tout le temps, ma citation préférée, c'est « mieux vaut avoir des remords que des regrets ». Bon, après, j'ai fait plein de trucs, je ne suis pas forcément fière, mais c'est vrai que je n'ai pas trop de regrets. Mais voilà, en fait, il faut juste avancer. Tu vois, moi, je pars du principe que tant qu'on est vivant, on doit être dans l'action. Et ça aussi, toi, même, je parlais tout à l'heure de la spiritualité, j'aime énormément ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit même si l'heure du jugement dernier sonne et que tu as quelque chose à planter, plante-le. Qu'il y ait des... du coup, voilà, c'est la fin du monde. Il n'y aura jamais les fruits. Mais c'est pas ton histoire, en fait. Mais par contre, ce que tu dois faire, faut que tu le fasses. C'est puissant, à fond. Comment tu vois l'évolution de ton projet ? Je vais aller à l'international. Je suis sérieuse, Yacine. Tu es déjà présente en France ? Oui, mais bon, la France, c'est juste frontalier, Tunisie, tu vois. Tu organises aussi des retraites en Tunisie ? Oui, j'organise des retraites, c'est vrai, merci de le rappeler. Donc, j'organise des retraites à Djerba. C'est un pur kiff, vraiment, avec ma collègue Mariam Serrouni, donc, qui est psychologue clinicienne. Donc, une semaine dans une super villa entre femmes. Et là, on va vraiment parler justement de santé mentale, santé physique, d'un vrai retour à soi. Tout ça rythmé par des moments spirituels, des moments de rire, avec de la bonne nourriture, avec des visites culturelles. Franchement, c'est une semaine que je conseille à toutes les femmes. J'aimerais bien, Inch'Allah, effectivement, pourquoi pas donner conférence, atelier en Tunisie, le Canada, peut-être. Je suis avec toi. On y va. J'aimerais bien, Inch'Allah, que mon deuxième livre, il soit encore plus marquant et qu'il fasse découvrir le monde de la sexologie clinique à un maximum de monde. Voilà. Tout à fait. Si je parviens à ça et que que j'arrive à maintenir les formations pour les professionnels de la santé, au moins 1 à 2 éditions par année, je serai heureuse. Même si je le suis déjà, mais professionnellement, il faut toujours avoir un next step. Je me dirais c'est top. C'est bien ça. Quel livre recommanderais-tu à celles et ceux qui nous écoutent ? Livre tout sujet confondu ?
alors, je lis beaucoup en lien avec le domaine du bien-être, la santé, etc. Choisir un livre comme ça, je sais même pas. J'ai eu des amnésies depuis mon dernier accouchement. Ah ouais. Et du coup, j'ai tendance à oublier les titres de livres. Je vous invite à lire le mien. Bah oui. Par exemple, donc mon livre s'appelle Chute Chouma, qui va vous faire découvrir le monde de la sexologie clinique. Qui j'ai lu, il est très bien. Merci beaucoup, Yassine. Merci beaucoup. Il y a le tien aussi, le premier qui traite justement des discriminations en tant que femme racisée. Tu parles de... C'est pas personnel ? C'est pas personnel. Ouais, c'est pas personnel. Où bien sûr là on peut que s'identifier, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans le parcours professionnel, il y a eu des discriminations qui ont fait aussi qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais quoi, en fait, je vais arrêter d'attendre qu'on m'ouvre la porte, je vais aller... Je vais ouvrir ma propre porte. Je vais ouvrir ma propre porte. Là, comme ça, c'est tout. J'ai pas un livre, en tout cas. T'as cité deux, le tien, le mien, c'est très bien. Baraka. Alors, la dernière question, quelle phrase ou quelle idée ou quel message tu voudrais laisser à nos spectateurs et spectatrices ? Soyez dans la gratitude. Déjà... gratitude. Dites merci. Dites merci pour tout ce qui va bien. Même quand il y a des journées qui vous paraissent difficiles, etc. Trouvez justement 2-3 éléments qui sont agréables et positifs, et il y en a. Ouais. Le fait de pouvoir ressentir son corps, le fait de pouvoir créer du lien avec quelqu'un, le fait de pouvoir respirer tranquillement, le fait de pouvoir rentrer chez soi, c'est des bienfaits qu'on a tendance à minimiser. Et ensuite, faites les choses qui ont du sens. Faites les choses qui ont du sens, parce que ça apporte une véritable satisfaction, sérénité, et ça nous aide à continuer à avancer, on va dire, en étant tranquille. Ok, merci. La gratitude, la sérénité, merci à toi, la tranquillité. Merci. Merci Zina d'avoir partagé avec nous ton parcours en toute authenticité. J'aime beaucoup ton authenticité d'ailleurs dans ton leadership. Merci beaucoup pour ton invitation. Zina est la même dans la vie, on la croise dans la rue, c'est la même que sur les réseaux. Un peu folle comme ça. C'est vrai qu'une fois on m'a fait la remarque, j'intervenais en entreprise et il y a un gars, il vient et il me dit « Mais c'est dingue, t'es la même qu'à la télé. » Pourquoi je serais différente? Ah oui, on ne porte pas de masque. On porte pas de masque. C'est vrai que, tu vois, on m'avait déjà dit, il y avait eu une conférence où j'avais fait quand même pas mal de blagues, et on me dit, c'est vrai que de prime abord, on a l'impression que t'es peut-être un peu froide ou un peu comme ça, inaccessible, mais en fait, juste on reste un petit peu avec toi, et puis t'es vraiment folle. Et l'humour, ça aide énormément. Ça aide à débloquer énormément de situations, vraiment. Y compris les situations de racisme. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir suivi avec nous cet épisode avec notre chère Zina Hamzaoui. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a plein de contenus super intéressants. Alors, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Des commentaires sympas. Les haters, vous pouvez aller voir ailleurs. Je vous bloquerai de toute façon. À commenter, à partager. Et n'hésitez pas vraiment à continuer à partager ces épisodes, parce que c'est important de pouvoir faire résonner les voix des femmes et les différents parcours, ainsi que toutes les réflexions qui entourent les parcours des femmes et leur résilience. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.